Bonjour à toutes et à tous. Bienvenue sur cette session en ligne. Je vois que certaines personnes sont encore en train de se connecter. On va attendre qu'ils activent au moins leur casque pour être sûr que tout le monde nous entende, que tout le monde voit bien les slides. Et puis on va commencer. On va commencer puisque aujourd'hui, nous allons parler d'un sujet fascinant, car il rassemble en même temps et la cafetière connectée qui, j'espère, de l'autre côté est en train de faire du café, mais aussi les satellites. Alors, café et satellite, café et espace, vous l'avez compris, c'est deux sujets que j'adore particulièrement. Donc, j'espère qu'on va passer une bonne matinée avec tout ça. Allez, encore quelques secondes pour se connecter, quelques secondes pour activer le micro-casque. Et puis on va commencer. Oui, on va commencer, ça les fera arriver. Donc bonjour à toutes et tous, je m'appelle Brice, on est parti pour environ 45 minutes ensemble pour décortiquer un sujet qui est à la fois nouveau et en même temps très vieux, c'est le sujet du edge computing. Alors avant de commencer, parlons un peu de l'interface que vous avez sous les yeux. Sur le central, normalement, vous avez un slide sur lequel on voit Innovate Everywhere, des spationautes, cosmonautes ou astronautes suivant votre pays de prédilection. Et sur la partie gauche, vous avez deux choses importantes. Vous avez déjà quelques liens utiles. Des liens utiles sur lesquels vous retrouverez nos prochains rendez-vous. Prochains rendez-vous qui parleront de Edge, qui parleront aussi d'hyperconvergence avec Harvester, une solution 100% open source, et j'espère que vous pourrez trouver le temps de nous rejoindre. C'est fin janvier, début février, où on a quelques présentations. Et puis surtout une chatbox sur laquelle vous pouvez envoyer des questions. Envoyez-les au fil de l'eau. On verra si on y répond en direct ou à la fin. C'est parfois plus simple pour rassembler un peu les questions sur lesquelles parfois on n'a pas répondu durant la diffusion. Sur la partie tout à droite, vous avez nos visages, nos photos, évidemment des liens vers les réseaux sociaux, la plupart du temps LinkedIn. Si vous avez une question qui vous vient après, ah zut, j'ai oublié de poser ça comme question, je veux recontacter mes experts côté Suze, n'hésitez pas à cliquer dessus, ajoutez-nous, on se fera un plaisir de vous répondre en asynchrone. Je vois qu'on a encore gagné 10 personnes de plus qui viennent d'arriver. Je pense que c'est le bon moment pour démarrer et parler une bonne fois pour toutes du Edge. Alors pendant ce webinaire, nous allons prendre quelques instants pour d'abord définir qu'est-ce que c'est le Edge Computing, en anglais dans le texte, pour comprendre son importance. Au-delà de la petite blague sur la cafetière qui est reliée à mon système domotique, les applications liées au Edge, que ce soit de la voiture autonome ou du déploiement de la 5G, apportent son lot de challenges, évidemment, sinon ce serait pas drôle. Choisir un système Edge avec une solution de gestion de cycle de vie, gestion des conteneurs, mais aussi respectant les chartes de sécurité, que ce soit informatique ou physique, parce que quand on parle de voitures connectées, évidemment, on n'est pas juste en train de parler de Log4j ou une quelconque CVE, c'est des vrais défis. Je parlais de cafetière et de satellite, ça veut dire que intimement, il y aura plusieurs cas d'usage pour le Edge. Est-ce qu'on va devoir mettre des solutions différentes ou est-ce qu'on va essayer de pouvoir les rassembler La réponse dessus, donc on va la découvrir avec nos experts pour pouvoir la présenter et voir comment on peut faire tout ça en un seul bloc, adresser des challenges de manière commune. Et puis, évidemment, comme une image vaut 1000 mots, on aura une petite vidéo, une petite démo de la part de nos experts sur à quoi ça ressemble cette stack Suze pour répondre à ces défis. Mais avant, permettez-moi de présenter Suze et surtout les deux experts qui m'accompagnent, Benoît et Julien. Alors, hop, voyons ça. Alors, qui est Suze? Parce que quand même, c'est une entreprise qui date de 1992, ça commence à faire 30 ans, la vieillesse nous guette, et c'est surtout un corps de métier très orienté autour de Linux. Vous voyez cette brique centrale sur laquelle on a décliné notre offre Linux qui va pour lui développeur donc sur du laptop ou du conteneur, évidemment
une très grande présence dans le data center et dans le cloud, mais vous le voyez en bas à droite, on va aussi adresser tout ce qui est branch, donc entrepôt, boutique, éléments des portiers data center, et aussi le edge. Et au-dessus de cette stack Linux, ce qui va être important, c'est surtout cette stack modernisation des applications, avec en poupe Kubernetes, mais pas seulement, parce que Kubernetes va aider à automatiser, à orchestrer, à gérer ses conteneurs, mais il va falloir ajouter plusieurs outils autour pour sécuriser, tels que NuVector, stocker de la donnée, puisque produire de la donnée c'est intéressant, mais la stocker pour pouvoir en faire quelque chose, c'est aussi très important. Et toujours ça dans le cloud, chez vous dans le data center ou sur la partie edge. Alors, qu'est-ce que c'est que le edge computing? Les présentations sont faites, maintenant on voit qui est Suze, et donc revenons un peu à cette idée. Pourquoi l'informatique de proximité, si je tente un peu une traduction en français, quels sont les challenges à vaincre et qui vous attendent? La rapidité et l'agilité sont deux facteurs clés du succès des entreprises. Alors, que l'on parle d'informatique ou non, en fait, le modèle est sensiblement le même. Vous avez besoin de réagir et de piloter votre business en fonction d'événements internes ou externes, que ce soit par exemple le changement de comportement des consommateurs, vos clients, ou la météo dans les jours à venir. Est-ce qu'il y a un risque pour les stocks de matières premières que vous entreposez? Est-ce que c'est un risque parce que vous avez des pneus été sur votre voiture autonome? Tout ça, ce sont des événements, il faut en prendre des décisions. Et entre cet événement, son analyse par, on va dire, le management, sa déclinaison en action et puis l'exécution réelle de cette action et de cette décision, plus il y a de latence et plus l'événement de départ perd de sa valeur. C'est-à-dire que oui, si entre le moment où on annonce de la pluie et le moment où je bâche mon cours de tennis, j'ai mis 2 heures, c'est raté, c'est râpé. Roland Garros est foutu, comme chaque année, on en pleure. Évidemment, l'adage le temps c'est de l'argent n'a jamais été plus vrai. Il faut pouvoir régler cette problématique. Le but du edge computing, cette informatique de proximité, bien avoir ce sens proximité, c'est de réduire drastiquement ce temps entre un événement et l'exécution de l'action appropriée pour y répondre. Pour se rapprocher de cette prise de décision en temps réel, il va falloir mettre en œuvre des nouvelles technologies et beaucoup d'automatisation, que ce soit au niveau de la collecte de données, en étant au plus proche de l'événement, que ce soit avec des capteurs, que ce soit avec des caméras, l'utilisation de modèles d'intelligence artificielle ou de machine learning, pour que ces équipements prennent des décisions rapidement par rapport à une base de connaissances. Évidemment, avoir un système de décision automatique ou de déclenchement automatique et d'orchestration pour pouvoir piloter ces N équipements qui vont souvent, comme ils sont en proximité des utilisateurs, très loin du point central sur lequel les équipes IT sont. Un des points très importants, on le voit en petit c ici, c'est quand même aussi avoir un système de visualisation. L'être humain reste toujours au centre de nos préoccupations. Il est important d'avoir un système de visualisation pour monitorer ces systèmes, savoir dans quel état ils sont, quelles décisions ils ont prises, et pouvoir en tirer des conclusions. Est-ce que on part dans le bon sens ou est-ce que le système devient fou? Donc, cette vision du edge computing, c'est vraiment être plus rapide, prendre des décisions plus précises et surtout, être vraiment au cœur de là où la donnée est produite. Le concept de edge computing, en fait, n'est pas si récent que ça. Il a souvent été, de façon un peu trop simple, opposé au fait de ce n'est pas le data center ou ce n'est pas en centrale dans le cloud.
Pourtant, si on repense un peu à ce que je disais tout à l'heure avec ma petite blague, euh, il y a bien une différence entre une voiture autonome, une antenne sur pylône 5G qui est un peu moins susceptible de se déplacer avec ses petits pieds, et puis ma cafetière qui est connectée à mon réseau domotique et qui vérifie juste est-ce qu'il est 7 heures et qu'il faut démarrer une nouvelle mouture. Donc, suivant où notre infrastructure de Edge va se trouver, et surtout de ce qu'on va faire avec, et ce qu'on va contrôler avec, on va pouvoir la découper en 3 grandes familles de Edge Computing. Vous les voyez ici, on va parler ensemble de Near Edge, Far Edge et du Tiny Edge. Alors faisons un zoom sur ces 3 catégories. Le premier, Near Edge, on va pas trop s'attarder dessus, même si je vois dans l'assistance qu'il y a des gens à qui ça va intéresser. Le Near Edge, souvent, on dit que c'est le royaume des telcos ou des CSP. Là, vraiment, on est hors du data center ou du cloud, mais on reste quand même très proche, d'où le mot Near Edge, du data center. Tous ces équipements, et si vous allez pouvoir utiliser, vont être quand même managés, surtout sur le plan IP et d'interconnexion, par les CSP ou les telcos, pour pouvoir fournir, que ce soit du MEC, que ce soit de la 5G. On est sur des tailles, vous le voyez en bas à gauche, 10 à 100 devices. On reste quand même sur une vision, si on veut la visualiser, très data center. C'est-à-dire que même si on a un petit rack, une demi-baie, on reste quand même sur quelque chose d'assez data center. On n'est pas en data center, mais on va essayer de se rapprocher et on est quand même sur quelque chose de très contrôlé par notre provider. La deuxième catégorie, hop, je clique sur le slide suivant, c'est ce qu'on appelle le Far Edge. Alors le Far Edge, je suis persuadé, c'est exactement ce que vous avez en tête. C'est vraiment ce composant qui est managé, opéré, piloté par votre entreprise et qui va être chez le consommateur final ou vraiment à l'endroit où va être produit la donnée. Donc là, on est vraiment sur les systèmes commerciaux, industriels, secteur public, la borne en agence, ma fameuse cafetière. Donc là, vraiment, c'est le tout venant, c'est vraiment le plus gros des cas j'allais dire use case. On va parler un peu français ce matin. Des cas d'usage du edge computing. Euh, c'est vraiment ce Far Edge qui va rentrer dedans. C'est vraiment le plus grand. Et c'est là-dedans où on va essayer de, au maximum, avoir et cette capture de l'événement et ce traitement de l'événement en même temps. Vous le voyez en bas à gauche, encore une fois, on estime, on regroupe toutes ces parcs et ces flottes qui vont entre 100 à un millier d'équipements, qui est de plus en plus loin de ce fameux data center au cloud, qui va devoir se connecter, la plupart du temps en Wi-Fi. Parfois on voit un peu de la connexion aussi GSM, si c'est un Far Edge qui doit bouger. Et c'est celui souvent qui est le plus près de l'utilisateur. Et au milieu de ce Far Edge, on va découper un autre petit groupe qui s'appelle le Tiny Edge. Donc le Tiny Edge, c'est pas à proprement dit une troisième catégorie. On va le laisser dans la fameuse famille du Far Edge, mais vraiment Tiny Edge, on veut le mettre en avant parce que dans le Tiny Edge, on a cette idée de un équipement assez bête ou assez simple, je devrais dire, qui ne fait qu'une seule chose. Pensez par exemple à tout ce qui est capteur de température, capteur de vibration, caméra sur IP. On a vraiment quelque chose de petit, on veut pas que ce soit encombrant, on veut vraiment que ça fasse qu'une seule chose, que ça capture de la source. Très souvent, ce Tiny Edge va aller se connecter à du Far Edge ou autre pour pouvoir envoyer cette information et avoir peu de traitement local. Qui dit petit dit souvent une toute petite batterie et c'est un des points importants sur le Tiny Edge, c'est qu'on va aussi avoir des protocoles d'utilisation basse consommation,
Vous avez souvent entendu parler du Bluetooth LTE, donc basse consommation, LoRa, Sigfox. Évidemment, sur du Tiny Edge, on va éviter de mettre du Wi-Fi, sinon votre batterie, tous les 6 mois, vous allez devoir la changer. Changer tous les capteurs d'un entrepôt tous les 6 mois, c'est vraiment pas trop vite. Alors je vois qu'il y avait une question sur comment différencier ces trois approches. J'espère pouvoir y avoir répondu. Un des points importants, surtout pour différencier le Near Edge d'un côté et le Far Tiny de l'autre, c'est que le Near Edge, souvent, c'est les CSP, le CSP qui va vous fournir ça, qui va contrôler le matériel et le plan IP. Vous allez pouvoir envoyer vos données et l'utiliser. Là où, en effet, dans le Far Edge et Tiny, toute la stack va vous revenir de droit. Donc, évidemment, comment je déploie ces outils, comment je gère l'OS dessus, comment je gère l'application dessus, et comment je gère le cycle de vie. Donc voilà les trois grands points que l'on a sous les yeux. Donc le Edge, c'est bien le point essentiel de la modernisation de notre entreprise. On l'a compris, puisque évidemment cette histoire de événement qui produit j'ai une action qui doit être adaptée au plus vite mise en place. Évidemment, ce temps de latence peut varier. On imagine bien qu'une voiture, on voit un véhicule autonome, le moment où elle doit freiner, on est vraiment en dessous de la seconde, on ne peut pas se permettre moins. Sur du drone, évidemment, là aussi, il faut qu'on soit très rapide. Quand on est sur de la smart grid, la décision de ville connectée, on a un peu plus de latence, mais toujours cette idée de j'ai un événement, je veux une action rapide. Le nombre d'équipements, il va être en croissance constante. Rien que chez vous, rien que chez moi, si on regarde autour de nous, entre les nouvelles montres connectées, le téléviseur qui se connecte en IP, la domotique, ça se voit. Pour chaque personne, on a déjà, en termes d'IoT, des choses qui grandissent. Donc, dans l'industrie, je vous laisse imaginer les besoins qui augmentent de façon assez drastique. Alors, je suis pas assez fan de tous les cabinets de conseil qui nous sortent des rapports avec des projections sur plusieurs années. Je dois être un peu trop pragmatique pour aimer ça, mais je partage quand même un chiffre avec vous qui montre un peu le nombre colossal qui nous attend. Il est prévu sur 2024 24 milliards d'objets connectés, donc 24 milliards de mini-connexions. On comprend bien qu'à ce moment-là, en effet, IPv4 ne peut que répondre et qu'on va avoir besoin de gérer tout ça. Alors 24 milliards d'objets connectés, et c'est vrai que souvent on les découpe aussi en deux morceaux. Le IoT, Internet of Things, et parfois vous verrez aussi IIoT, avec deux I pour Industrial IoT. Et les challenges, cet IT at Edge, ou de proximité, ils sont déjà bien connus. Il va falloir gérer ces équipements, comment on les déploie. Va falloir gérer ces équipements puisqu'on ne peut pas avoir une équipe sur place. Vous ne pouvez pas envoyer une personne chez chacun de vos clients pour qu'il reboot la cafetière. Va falloir gérer la consommation de ressources énergétiques. On en parlait. Si c'est du capteur, comment je fais? Le grand pilier phare, je dirais, de l'année dernière et encore de ce début d'année, comment améliorer la sécurité. Et là, dans sécurité, ce slide est en anglais. Je préfère le terme français puisqu'on a quand même une manière d'avoir de meilleur vocabulaire. Il y a quand même la sécurité informatique et la sécurité physique. À partir du moment où on a de l'IoT que vous avez donné à quelqu'un, que ce soit un de vos clients ou un de vos employés qui est en déplacement, et savoir est-ce qu'il est en train de tomber, est-ce que c'est un travailleur isolé, il faut que la sécurité physique soit très importante. Et puis gérer que ce soit cet IoT, et puis l'application que vous allez mettre dessus. Donc tout ça c'est connu, mais encore une fois, je vous ai dit que j'étais quelqu'un de pragmatique, j'aime le concret, c'est comme ça, le tangible. Alors faisons un petit exercice de calcul ensemble. Prenons une entreprise, alors que ce soit une manufacture, industrie ou même dans la vente. Par site, on peut facilement arriver à 500 objets. Dans un entrepôt, par exemple, que ce soit température, hygrométrie, caméra de sécurité ou un robot transpalette, quel qu'il soit. Le tout
je le multiplie par le nombre d'entrepôts ou de points de vente magasins que j'ai. Là, on le voit, hein, 500, on est parti à 1500. C'est peut-être beaucoup de locations, mais pourquoi pas. On arrive à un projet avec 750 000 objets à gérer. Et donc là, rapidement, on découvre le vrai challenge du Edge qui nous attend, c'est comment on va gérer ce parc avec, comme je le disais, des équipes IT qui ne sont pas sur place, euh, des chiffres qui écrasent très majoritairement le nombre classique de VM ou d'instances cloud qu'on pouvait avoir. Alors je me tourne vers mes deux experts. Que fait-on? Comment je déploie toutes ces unités? Comment j'orchestre mes applications? Comment je pilote ces fameuses OS qui vont gérer ces edge et puis leur sécurité? Je dois être un peu paranoïaque, hein, je parle souvent sécurité. Et puis surtout, comment je fais ça avec une échelle aussi massive? Expert Benoît, répondez-moi s'il vous plaît. Merci Brice. Ouais, donc c'est vrai que très intéressant. Là, on parle de pas mal de choses là dans le Edge. Hein, on parle de toutes ces contraintes qu'on vient de voir, hein, que ce soit sécurité, que ce soit déploiement, que ce soit orchestration aussi, et aussi après, il faut bien le voir. Une fois qu'on a tout déployé, il faut maintenir ces infrastructures. Il faut pouvoir les mettre à jour et puis il faut pouvoir gérer le cycle de vie. Alors, notre fameuse SUSE Edge Solution, qui est un peu la solution qu'on propose à nos clients pour adresser ces problématiques Edge. Donc, vous le savez tous, on a racheté Rancher il y a un peu plus d'un an, ce qui nous amène à proposer dans cette stack le meilleur des deux mondes, j'ai envie de dire. Donc, si on reprend un peu nos challenges sécurité, fiabilité, déportation du Edge sur des petits devices, donc on va vouloir avoir quelque chose d'assez léger, quelque chose d'assez unitaire, simple à mettre en œuvre, simple à gérer. Et puis du coup, essayer aussi d'avoir le moins de maintenance possible sur ces devices, donc que ce soit le Near Edge, mais aussi le Far Edge surtout. C'est là où on va retrouver le plus de devices et le plus d'équipements à gérer. Donc en fait, quand on prend les solutions de SUSE et les solutions Rancher qu'on a vues dans le premier slide que Brice nous a présenté, on va se rendre compte qu'on arrive un peu au meilleur des deux mondes avec la capacité de fournir un Linux. On va rentrer un peu plus dans la technique avec des spécificités, de fournir aussi des briques d'infrastructures, des briques de déploiement, des briques applicatives qui vont, je vous le donne en mille, être basées sur Kubernetes, et des outils de management, de déploiement autour de ça, au-dessus de ça, qui vont nous aider à relier tous ces challenges et à les surmonter. Alors, si on rentre directement dans le vif du sujet, on a deux niveaux sur cette brique Edge. On a ce qu'on appelle Cloud Ready, mais c'est globalement toutes les briques qui se rapportent, qui ont trait aux technologies Linux, principalement, donc avec un système d'exploitation de SUSE Linux Enterprise Micro. On va revenir dessus dans les prochains slides pour expliquer ces spécificités. Mais globalement, c'est un système d'exploitation qui a été fait pour le Edge et pour les conteneurs, avec des spécificités qui nous permettent d'être efficaces dans ce milieu-là. La SUSE Manager, qui est sûrement un outil que vous connaissez si on s'est déjà parlé, qui va nous permettre de gérer le cycle de vie des OS, qui va nous permettre de construire des images, de faire du déploiement de nos OS Linux. Donc on ne va pas se limiter seulement aux OS SUSE, on va pouvoir aussi, avec SUSE Manager, gérer tout ce qu'il y a dans votre data center, que ce soit du Red Hat, du CentOS, de l'Ubuntu, de la Debian, et j'en passe. Donc en fait, SUSE Manager va être un outil qu'on utilise, qui est déjà éprouvé, qui est déjà, qui n'a même plus rien à prouver en fait, qui fonctionne très très bien, et qu'on va avoir déjà déployé par exemple dans notre data center, et on va pouvoir le réutiliser pour gérer tout ce qui est Edge.
voilà, si vous n'avez pas Swift Manager, bien sûr, on va pouvoir le déployer directement avec comme vision de gérer tous nos devices Edge et donc toute cette partie OS, toute cette partie patch management, on va revenir dessus également. Sur la stack un peu plus cloud native, donc là on va retrouver des technologies Rancher, donc Brice en a parlé également, hein, donc que ce soit pour du stockage distribué à base de Longhorn, du Kubernetes, hein, vous l'avez compris, nous la solution Edge qu'on vous propose et la solution pour vos applications, on va partir du postulat que vous avez décidé comme un grand nombre d'acteurs de l'industrie, de standardiser sur Kubernetes, que en fait, vos applications vont se déployer sur Kubernetes, qui permet de les déployer n'importe où, hein, que ce soit sur le poste de développeur, dans vos data centers, voilà, on-prem, on va dire, mais aussi dans des data centers de cloud provider ou d'autres CSP, et bien sûr, après, dans des lieux déportés et jusqu'au Edge. Donc, nous, on va fournir une distribution Kubernetes qui s'appelle K3S, qui est un petit peu plus light, voire beaucoup plus light que Kubernetes, le fameux K8S. Vous voyez qu'on est passé de 8 à 3. Et donc, on en parlera aussi un petit peu plus en détail après. Et comme Swift Manager, pour notre partie système d'exploitation, on va avoir Rancher, qui va nous permettre de faire du management de clusters Kubernetes et beaucoup d'autres choses. Si je nous montre un schéma avec énormément de logos, mais qui a l'avantage d'être assez exhaustif sur ce que peut être une infra Edge. Donc on voit en bas ce que Brice a décrit comme le Tiny Edge, donc tous ces petits capteurs, tous ces petits devices IoT ou IIoT, donc industrial IoT, qui vont nous retourner des informations. Donc finalement, qu'est-ce que l'IoT, qu'est-ce que le Edge sans données, hein, puisque le but c'est de récolter des données et avec ces données de faire de l'analyse, d'en tirer de la valeur et puis de réagir ou d'en faire quelque chose en tout cas. Donc finalement, que ce soit, si on prend dans l'industrie un capteur de température ou dans un satellite, voilà, des choses, des communications ou une webcam qui va nous donner des images, on va vouloir en faire quelque chose. Et donc, ces petits devices, on va les connecter à des devices un petit peu plus gros, donc qui peuvent être du X86-64, des cartes ARM. Par exemple, sur mon bureau, j'ai un petit Raspberry Pi qui me permet de jouer un peu avec ce genre de choses. Julien nous montrera une démo aussi après avec des petits devices comme ça. Donc en fait, ces devices-là, donc sur l'IoT, les petits IoT, là on ne va pas installer Linux, mais par contre sur des cartes qui vont nous permettre d'acquérir ces données-là, on va avoir notre fameux OS Slim Micro. Alors bien sûr, ça peut être un autre OS, on reste interopérable, mais dans le but d'avoir une stack unifiée, on vous propose Slim Micro aujourd'hui. Donc c'est le petit caméléon qu'on voit en bas. Au-dessus de ça, en fait, sur cet OS, on va donc y installer Kubernetes. Donc on va y mettre K3S, le logo qu'on voit au-dessus, et en option, donc on peut y mettre Longhorn si on a besoin de stockage persistant. Des fois, on en a besoin, des fois, on n'en a pas besoin, puisque en fait, les données, on les analyse en live, et puis si on les perd, c'est pas très important, puisque après, généralement, en fait, cette analyse qui est faite sur site, on a soit une réaction, soit une action, qui n'a pas de vocation à durer dans le temps, ou sinon, si on a des choses à persister, la plupart du temps, c'est là où on va les remonter en centrale pour des analyses peut-être plus poussées ou pour du stockage plus long terme. Le stockage long terme, on le fera plus rarement au Edge ou sur des petits devices d'extrémité. Une fois qu'on a cette vision de notre stack Edge avec nos petits capteurs, des cartes qui nous permettent de gérer et de répondre à ces données, on va vouloir gérer cet ensemble de composants de manière centralisée, parce qu'on l'a dit, hein, il y a la sécurité, mais il y a aussi la partie orchestration, la partie management,
Et, toutes ces parties-là, il va falloir qu'on puisse les déployer facilement, qu'on puisse les gérer facilement et les orchestrer d'un point central. Donc on a parlé de Fuse Manager pour cette partie OS, avec bien sûr une console et des outils pour gérer toute cette partie OS. Et puis on a parlé de Rancher pour la partie Kubernetes et pour la partie application. On a fait figurer au milieu une brique Code App Delivery. Donc les applications, bien sûr, seront conteneurisées et seront au format Kubernetes. Ces applications-là, ce sera principalement nos partenaires ou nos clients qui vont les fournir, et on pourra bien sûr après nous les aider dans la mise en place ou dans la transformation, mais qui mieux que le client ou le partenaire pour savoir ce dont il a besoin. Donc généralement, on va travailler avec des acteurs qui vont faire je peux donner des exemples, par exemple du computer vision, qui vont faire des choses en rapport avec les télécommunications, qui vont faire de l'analyse d'image, ce genre de choses. Donc voilà un peu tous les use cases du Edge. On va prendre ces applications-là qui pouvaient ne pas être conteneurisées, on va les mettre dans des conteneurs et on va pouvoir les déployer très simplement au Edge. Donc, si on prend chacun des composants un peu plus en détail, donc Fuse Manager, je l'ai dit, c'est la partie management de tout ce qui est OS. Donc on va bien sûr pouvoir construire les images et déployer nos serveurs et nos devices depuis Fuse Manager de manière simple et centralisée. Une fois qu'ils sont déployés, on va pouvoir aussi gérer leur cycle de vie, c'est-à-dire faire du patch management, alors ici on voit content staging, mais c'est globalement fixer des versions pour que quand j'installe le site 1, si j'en ai 1500 comme disait Brice, je vais vouloir que tous mes sites soient installés avec les mêmes versions pour avoir quelque chose de cohérent. Et donc on imagine bien que sauf si on est très très fort, on ne va pas installer 1500 sites la même journée dans la même heure. Et donc en fait, si je suis basé sur des repos de paquets d'OS qui sont vivants, c'est-à-dire que il y a des patchs qui sont mis à disposition tous les jours, toutes les nuits, et si j'installe un site le lundi et j'installe un autre site le vendredi, potentiellement je peux avoir des versions qui diffèrent, et donc ça va être important de pouvoir figer dans le temps certains niveaux de patch et de mise à jour pour que j'ai un mode de déploiement qui soit cohérent et répétable avec des versions qu'on fiche. Donc le Fuse Manager permet de faire ça, et puis bien sûr il permet de faire énormément de choses, de la gestion de configuration, déployer du monitoring, du suivi de métriques, et puis il a une infrastructure et une architecture qui est extrêmement scalable. Donc on va pouvoir, de par soit des proxys qu'on déporte sur les différents sites, soit un système de hub, avoir plusieurs serveurs Fuse Manager, énormément de proxys autour pour amener les patchs, les mises à jour et la partie déploiement au plus près de nos infrastructures et de nos sites qui peuvent être déportés. On l'a vu, management de l'OS, mais aussi management de la partie Kubernetes. Donc la partie Kubernetes, on l'a vu, c'est là où on va déployer nos applications. Alors nos applications, elles ont bien sûr besoin d'un cycle de vie, elles ont bien sûr besoin d'être mises à jour, et donc en fait, déjà rien que dans la partie déploiement, il y a un challenge, puisque si j'ai des milliers de sites et des milliers de devices, je ne vais pas aller en lancer une commande sur chacun des sites, où je ne vais pas aller avoir un script centralisé qui va qui va pousser mon application vers l'ensemble des sites, puisqu'on s'imagine bien que si j'ai un device qui est éteint à ce moment-là, ou si j'ai un site qui a une connexion intermittente, on peut aller jusqu'au satellite, on a du 4OS dans des satellites, mais on imagine bien que certains des sites ou certains des devices ne vont pas avoir une connexion permanente avec le central. Et donc, en fait, il fallait trouver une solution plus élégante et plus scalable, plus fiable à ce niveau-là. C'est ce qu'on voit en haut à droite ici, c'est ce bateau Fleet qui va nous permettre de gérer une flotte
de clusters Kubernetes de manière asynchrone en supportant très bien toute cette partie d'instabilité de connexion. Donc Fleet, en fait, c'est un agent qui est sur chacun des clusters Kubernetes, un Fleet Manager qui est en centrale, donc sur notre serveur Rancher, et c'est une partie GitOps où en fait on va dire voilà où sont mes applications, voilà telle et telle application doivent être déployées sur tel cluster ou tel type de cluster, et on va pouvoir après laisser ces clusters distants aller récupérer leur configuration et déployer les applications qui leur sont allouées. Et donc ça, si on a une connexion qui est intermittente, et ben en fait, quand le cluster revient à la vie ou revient sur le réseau, et ben il va automatiquement aller chercher les mises à jour qui lui sont proposées ou les applications, les nouvelles applications à déployer. Alors on a parlé de Kubernetes, on a parlé de K3S. Plus en détail, K3S, qu'est-ce que c'est? Ben, c'est un petit Kubernetes qui a toutes les fonctionnalités du grand. Pour être simple, Kubernetes K3S, là c'est un peu moins de 50 MB, donc ça se déploie un peu partout. Là, moi, je l'ai déployé sur mon Raspberry Pi, ça se déploie sur n'importe quelle petite carte x86 ou ARM. C'est certifié par la CNCF, donc en fait, comme je le disais, ça a tout d'un grand Kubernetes. Il n'y a pas de choses qui ne fonctionneraient pas sur K3S et qui fonctionneraient sur K8S. Niveau sécurité, on a ce qu'il faut aussi. On va pouvoir, via Rancher, utiliser ce qu'on fait d'habitude, des benchmarks CIS, du scan de sécurité sans souci. On a bien sûr tout ce qu'offre Kubernetes avec la gestion simple des certificats et du chiffrement. Et ça comme ça, je ne vais pas utiliser d'anglicisme. Et puis, bien sûr, de par sa petite taille, on va pouvoir l'adapter, on va pouvoir le mettre vraiment partout. Longhorn, assez rapidement aussi, on en a discuté, donc c'est notre solution pour le stockage persistant. C'est un système de stockage distribué avec voilà ce que vous pouvez connaître, c'est-à-dire on choisit le nombre de réplicas, on se réplique sur plusieurs nœuds. Donc bien sûr, Longhorn, si on n'a qu'un seul nœud, perd un petit peu de son intérêt, mais généralement sur le Near Edge, oui, sur le Far Edge aussi, on va avoir voilà peut-être un cluster avec 3, 4, 5 nœuds. Et donc là, on va pouvoir utiliser Longhorn pour écrire de la donnée persistante et le répliquer entre les différents nœuds de notre cluster pour avoir cette partie résilience. C'est très simple à déployer. Depuis le catalogue Rancher, en quelques clics, ça se déploie. C'est un chart Helm. Pour ceux qui ne connaîtraient pas Helm, c'est le package manager Kubernetes. Donc, on peut déployer Longhorn de manière très simple en quelques clics. Voilà, c'est fiable. Il y a un design de dispo qui rend cela vraiment bien robuste. Et comme je le disais, c'est intégré dans Rancher. Donc, il n'y a pas vraiment de questions à se poser sur est-ce que c'est compliqué à déployer. Non. Je vois une question, j'en profite pour traiter ta question, Aurélien. Est-ce que Fleet pourrait évoluer un jour pour traiter aussi la partie OS que fait SUSE Manager? Oui, on a un projet pour patcher les OS depuis Rancher et depuis Kubernetes. Donc ça, c'est quelque chose qui potentiellement arrivera. C'est déjà possible de faire ça, mais ça sera sûrement beaucoup plus intégré dans un futur moyen approche. Et donc pour terminer sur cette stack, on est redescendu là tout en bas, donc l'OS. Et donc en fait on parlait d'un OS dédié au Edge tout à l'heure, avec donc SUSE Linux Enterprise Micro. On voyait bien dans notre gamme que
en temps normal, on a SUSE Linux Enterprise Server, qui est notre OS de référence, avec énormément de certifications de sécurité, qui est validé aussi par beaucoup d'IHV, beaucoup d'ISV. Donc là-dessus, on est très très content de cet OS, hein, qui est un standard beaucoup dans l'industrie, qui est aussi embarqué dans beaucoup de produits dont vous n'avez pas conscience, notamment des baies de stockage, ce genre de choses, donc qui est très répandu, même si il a peut-être bénéficié d'un manque de publicité ces dernières années. Mais donc en fait, SUSE Linux Enterprise Server, on a repris le code de cet OS qui est maintenu, qui est fiable, qui est performant, et en fait on l'a adapté pour en faire un OS beaucoup plus dédié au Edge. Un OS dédié au Edge, qu'est-ce que c'est? Pour nous, c'est un OS qui est optimisé pour faire tourner des conteneurs, pour faire tourner des microservices, qui va être simple à déployer, qui va être fiable. Et ça, en gros, qu'est-ce que ça veut dire? C'est qu'on a pris la SLES et on en a fait un OS avec des mises à jour transactionnelles et qui va être immutable. Donc, si je m'explique un petit peu, ça veut dire qu'on a un file system qui est en lecture seule. Quand on met des mises à jour, en fait, on va mettre une mise à jour qui va être unitaire. Donc, en fait, on a notre partition qui est la partition live sur laquelle on tourne. Et en fait, on va avoir une partition à côté. Donc, ça va être un snapshot dans laquelle on va installer toutes les mises à jour. Et une fois que toutes les mises à jour ont été installées et qu'on a validé qu'il n'y a pas eu de souci dans l'installation de la mise à jour, et on va redémarrer l'OS sur cette nouvelle version du système. Ça nous permet deux choses. Ça nous permet d'abord d'avoir un file system qui est beaucoup plus dur à attaquer, puisque en fait, on ne va pas pouvoir installer d'outils malveillants dessus, puisqu'il faudrait redémarrer, ce qui poserait quelques en tout cas qui se verrait beaucoup plus que si on n'avait pas besoin de redémarrer le système d'exploitation. Et puis deuxième, on va gagner en fiabilité, en simplicité, puisque en fait, une mise à jour, c'est simplement un redémarrage. Et on est sûr que quand on redémarre sur quelque chose qui est connu et qui est intègre. Voilà, on n'aurait pas une mise à jour qui se serait fait à moitié, qu'on aurait planté, mais que du coup, on se retrouverait avec un système un peu bâtard, avec une partie du SOP qui serait mise à jour et l'autre partie qui ne serait pas mise à jour. On s'assure vraiment une unité. Et donc après, en fait, tout ce qui se passe sur le système d'exploitation, c'est du conteneur. Donc ça veut dire qu'en fait, toutes les applications que vous allez y faire tourner, on va les avoir conteneurisées. Et donc là, notre proposition, c'est de les faire tourner dans Kubernetes. Mais vous avez la possibilité aussi, si vous n'avez pas d'application conteneurisée, de vous en servir comme un node de virtualisation avec KVM, d'y pousser avec Podman, par exemple, des conteneurs plus simplement. Voilà. Bien sûr, on supporte multiples architectures, x86 ARM, ça va de soi. Je passe la main à Julien pour la démo. Si vous avez des questions entre-temps, on peut y répondre. Sinon, à toi, Julien. Super, merci Benoît. Et bien, après tous ces slides, tous ces concepts, cette théorie, en espérant que ça ne vous ait pas fait trop tourner la tête, ce nouveau périmètre de vocabulaire, on va essayer de mettre quelques images. Sur ces technologies. Dans la démo qui suit, ce que l'on va faire, c'est déjà, on va s'amuser à interagir avec des clusters Kubernetes qui vont être portés par différents devices. Edge. Une fois qu'on aura, par exemple, déployer un de ces devices Edge, on va s'amuser à déployer une application en masse depuis un Git vers ces différents clusters que l'on va réunir grâce donc à la technologie Fleet, et ce depuis l'interface Rancher. Alors c'est parti pour un peu de vidéo. Où est-elle? Elle est en train de charger, vous devriez la voir maintenant. Donc on déploie des applications sur un device
en Edge. On est sur l'interface Rancher. Vous avez ici là ce qu'on a bien appelé la tour de contrôle, hein. Et on a donc 2 clusters Kubernetes qui sont déjà en place. Vous me voyez venir, on va essayer de faire un petit troisième. Alors, le périphérique est déployé physiquement, il est connecté. D'ailleurs, regardez, je peux me loguer dessus. Sur ce périphérique, qu'est-ce que l'on va faire? Eh ben, on va appeler le binaire que vous décrivait Benoît, à savoir le binaire K3S, sur ce périphérique. Et là, le binaire, il est récupéré en local et dans la ligne que l'on a passée, on a demandé son exécution. Instantanément à son exécution, et tous les binaires sont installés et vous avez le démarrage de K3S. Alors au-delà de K3S, c'est un cluster Kubernetes qu'on est en train de démarrer sur un périphérique unique type Edge. On va pouvoir élever un petit peu nos droits et aller regarder une commande classique, le kubectl get nodes. Comment vont nos nodes de notre cluster Kubernetes? Eh bien, nous avons ici donc le cluster qui est bel et bien correctement démarré sur mon petit périphérique Edge. Nous allons maintenant ajouter ce périphérique Edge à l'interface. On veut un troisième cluster, donc dans notre originalité la plus totale, nous allons l'appeler le cluster numéro 3. Et vous le voyez, donc on a tout un tas d'options que l'on cherche à rendre visuelles. Dans le visuel, vous allez obtenir la ligne de commande d'enregistrement de ce périphérique que l'on va exécuter tout de suite, afin de voir apparaître au sein de notre interface un nouveau cluster Kubernetes, un nouveau périphérique Edge que vous allez pouvoir piloter, dont d'ici peu nous allons pourvoir d'une application. Là-dessus, on est en train d'attendre évidemment, donc il y a une attente de l'API, hein, on est sur du cluster Kubernetes type CNCF, c'est ce qui vous permet d'ailleurs d'ajouter au sein de Rancher n'importe quel cluster qui est validé par la CNCF. Nous avons nos 3 clusters qui sont enregistrés. Donc maintenant, ce que l'on va faire, c'est qu'on va les pourvoir d'une application. Donc la logique, hein, c'est effectivement, je donne du code, je teste et je vais boucler jusqu'à la production. C'est la promesse de ces livraisons continues à chaque modification de code, toujours pouvoir tester, éprouver, tenter des choses. Là, nous rentrons dans la partie fleet. On est allé dans la partie déploiement continu. Comme vous le voyez, sont détectés nos 3 clusters comme étant disponibles. On va évidemment pourvoir assez rapidement la partie code pour ces clusters. On va définir en centrale qu'est-ce qui doit être visualisé, audité par Fleet au cas où le moindre changement survienne. On s'appuie sur les technologies Helm. On va faire du YAML, vous allez le voir. Donc on a le deployment.yaml dans notre application et service.yaml. Deployment, ça décrit vraiment les paramètres de mon application. Service.yaml, ça explique à mon application comment elle va être exposée sur notre réseau. Donc là maintenant, on va définir le repo Git. Ce repo Git, donc vous retrouvez l'adresse de l'application qu'on a vue. On lui donne le chemin, donc fleet-examples, qui est au niveau du Git, qui est le répertoire dans lequel on a l'application. Et on va choisir tous les clusters du workspace. Donc là, nous n'avons que, entre guillemets, 3 clusters. Donc ces 3 clusters vont se voir donner l'application en question. Donc là, nous avons le repo Git qui a été correctement initialisé. Ce repo Git, il est lu une première fois. Et évidemment, il y a des actions de déploiement de cette application qui va avoir lieu sur nos 3 clusters.
Donc là, bien évidemment, on se doit d'aller chercher l'IP du tout nouveau cluster que l'on vient de sortir. Pourquoi? Parce qu'on va faire, donc on a un seul nœud, donc cette application va être disponible directement sur ce nœud et on va faire du node port. Donc je vous ai pas montré le service.yaml, mais on a mis sur le port 30001 notre application. Donc vous voyez ici du worker qui est en train de répondre avec une vache, et je vous laisse noter le fond vert. Maintenant, on va jouer le jeu de la livraison continue. Je vais aller modifier mon code. Alors regardez, mon cow color, la couleur de ma vache, c'était vert. Maintenant, je la veux violette. Et normalement, les mains dans le dos, dès que ce code est modifié, je vais pouvoir avoir soit une branche, soit en direct avoir mes nœuds qui seront mis à jour. Alors pour l'instant, rien ne se passe, mais alors allons voir au niveau du dashboard. Donc il y a 12 secondes, deployment.yaml a été modifié, une modification a bien été perçue. Et au niveau du dashboard, ce que l'on a, alors il va y avoir un déclenchement, hein, donc on est normalement sous les 30 secondes. On va avoir un déclenchement du système Fleet qui va se dire, dis donc, voilà, le code que je suis censé regarder, il a eu une modification. Ce code doit être propagé à tous les clusters qui sont sous mon cluster. Alors, cluster, pardon, je sais, cluster au sens Fleet. Et comme vous le voyez, sur un de nos 3 clusters, mais faites-nous confiance, sur tous les autres, vous retrouverez exactement la même chose. Vous avez maintenant une vache violette. Voilà pour une petite présentation extrêmement simple de l'utilisation de Rancher, de K3S et de Fleet pour la livraison continue. Donc, comme vous pouvez le constater, c'est très très visuel. Et force est de constater que c'est vraiment la force de Rancher, c'est d'être capable de donner à vos équipes, sans que ces équipes soient sans qu'ils aient besoin d'être ou de devenir des fervents de la ligne de commande, ce qui des fois peut être rebutant pour certaines équipes, certains groupes de travail chez nos clients concernant Kubernetes. Là, on a un Rancher qui nous libère totalement, qui d'ailleurs donne fière allure à l'open source, parce que force est de constater que dans l'open source, des fois les interfaces graphiques, et ce n'est pas qu'un mythe, ce n'est pas vraiment notre là où nous sommes les plus puissants, bien qu'évidemment le problème soit parfaitement compris et accepté, et qu'il y ait de gros efforts pour aller vers le mieux. Là, Rancher est un de ces exemples d'efforts pour aller vers le mieux. On est avec une technologie Kubernetes qui est absolument sublime, absolument géniale, qui nous apporte des tonnes de réponses, et qui pour autant est peut-être un petit peu rébarbative en termes d'interaction. La Rancher, vous avez le visuel, et pour notre cas Edge, vous avez d'autant plus un intérêt à avoir ce visuel que vous allez piloter très probablement des quantités très importantes, si ce n'est phénoménales, de clusters Kubernetes. Je m'arrête là pour cette petite partie démo. Il nous semblait essentiel de vous présenter ce slide qui, a priori, est, c'est mon goût personnel, un des meilleurs slides de transition pour le Edge à la maison. Regardons un petit peu ce que font nos clients. On a pris un seul exemple, un exemple qui pour nous est une fierté, hein. C'est un fleuron de l'industrie européenne, et nous sommes d'autant plus heureux que ce fleuron de l'industrie européenne a choisi une société européenne pour mener à bien ces opérations de modernisation. C'est un élément relativement classique qui a été retenu par la société Airbus dans son chemin vers la modernisation.
la modernisation dans l'aérospatiale est quelque chose qui est assez complexe. Kubernetes tombe à la perfection pour leur cas d'utilisation. Que ce soit mettre des périphériques qui vont être capables d'apporter du compute, par exemple au pied d'organes de réception, et pourquoi pas mettre des satellites dans l'espace avec du Kubernetes, c'est la voie que prend le futur. Et donc nous travaillons avec Airbus d'arrache-pied pour essayer de trouver les meilleures architectures, les meilleurs protocoles, les meilleurs engagements afin de réussir toutes ces missions qui, comme vous pouvez vous en douter, sont hautement critiques. Mais là, je ne vous refais pas tout l'amour que l'on a pour Kubernetes, notamment pour sa résilience, pour sa flexibilité et pour sa scalabilité. Je pense qu'il ne nous reste plus qu'à vous remercier intensément, parce que très honnêtement, là, vous nous permettez de faire un score extraordinaire entre le nombre d'inscrits et le nombre de présents. Merci beaucoup. Vous l'avez compris, on est une équipe d'avant-vente avec Brice et Benoît qui sommes très engagés. Vous n'hésiterez pas une minute à nous contacter. Si ça doit être de la découverte, que ce soit de la découverte, que ce soit de la réflexion sur peut-être une idée de projet, ça nous va aussi. Si vous avez des projets, n'hésitez pas. Nous sommes friands et gourmands de pouvoir partager à ces aventures avec vous. J'ai Brice et Benoît qui me disent qu'éventuellement on peut faire une petite revue des questions. Brice, Benoît, vous revenez avec moi pour cette partie questions. Ouais, si vous avez d'autres questions, n'hésitez pas à les mettre dans le chat. Je crois que Brice a déjà répondu à une bonne partie. Il y en a certaines qui sont intéressantes, notamment Aurélien là, qui nous demandait, voilà, j'élargis un peu la question, mais est-ce qu'on a des limites de clusters qu'on peut gérer dans Rancher? Donc, je crois que Rancher, gérant du 4OS, ils ont dû tester jusqu'à 1 million de clusters, donc on n'est pas trop mal. En tout cas, voilà, si vous avez des use cases, je pense qu'il y a des grandes chances que vous ne soyez pas limité. Philippe aussi nous posait des questions sur la partie déploiement via Rancher. Alors, Brice a répondu, j'ai pas tout suivi. Je ne sais pas si c'est le déploiement d'applications, le déploiement de cluster Kubernetes. Justement, tu veux préciser. le déploiement, en effet, de la partie vraiment device pure et OS. Malheureusement, je n'ai plus le nom ou l'acronyme. Il y a un protocole qui est l'idée par Intel. On va l'appeler Autodiscovery. Pour faire simple, mais ce déploiement, quand vous avez vraiment une très grande masse, qu'on parlait, 750 000 devices, vous les aurez, et sont à voir avec le constructeur de ces petits devices pour quand ils vous fournissent, puisque c'est ce constructeur qui va, au moment de produire le device, ajouter cette URL de discovery, à l'instar d'un Switch Manager, à l'instar de ce Rancher, pour que la première fois que vous mettez du courant sur votre device, automatiquement ils viennent pinguer ce central et s'auto-configurent et s'auto-enrôlent. Donc ça, c'est des technologies qui existent. Attention, ils sont à voir avec votre fournisseur de device physique, puisque c'est eux, au moment sur le socle, sur la puce elle-même, qui vont configurer ça. Sinon, comme on l'a vu avec la démo, si vous avez un parc un peu plus petit ou au moins un test à vouloir faire, ce sera en effet démarrer ce device, puis pour une première fois, vous connectez à ce device. Évidemment, comme Benoît le dit, si la taille que vous voulez adresser, c'est bien le 1 million de devices, il va falloir trouver une autre méthode, telle que l'autodiscovery. Donc 2 possibilités, soit du pull, soit du push, et c'est le créateur de device, le fabricant physique, qui va pouvoir vous répondre à ces questions et mettre en place toute la technologie. On est pas mal. Alors par contre, on vous remercie ce matin parce que par rapport à d'habitude, vous nous épargnez un petit peu au niveau des masses de questions. Donc, on espère qu'on n'est pas passé à côté de la cible non plus, parce que c'est bien et c'est pas bien. On a
plus spécialement de questions, quoique... Ben non, a priori, c'est tout bon, c'était un merci. Merci à vous tous d'avoir pu vous libérer pour participer à ce webinaire. Nous espérons vous voir tous présents à notre prochain Rodeo Rancher. On se permettra de vous renvoyer nos prochains événements. Donc on a le Rodeo, on est en train de vous assembler un webinaire sur justement le déploiement continu. Alors on a pris un partenaire, un super partenaire, et on s'est amusé à monter une plateforme complète que l'on s'amusera à triturer en direct avec vous, voir comment on l'a mise en œuvre, etc. On a, et je tiens à insister là-dessus, pour l'instant je pense que c'est assez mal perçu parce que quelque chose qui est vu comme trop de la commodité, à savoir la gestion de machines virtuelles, les hyperviseurs pour traiter des machines virtuelles. Nous avons aussi un webinaire semaine prochaine sur Harvester. S'il vous plaît, si vous avez la moindre idée de ce qu'est un hyperviseur et une machine virtuelle, que vous avez suivi ces 20 dernières années, le raz-de-marée VMware, les Hyper-V, qui nous a emmenés vers le cloud computing, etc. Regardez cette présentation Harvester. Sur un malentendu, vous allez trouver quelque chose qui va pouvoir vraiment bouleverser certains réflexes que vous pourriez avoir en termes d'outils utilisés sur vos infrastructures. On va vous renvoyer toutes ces petites infos des futures manifestations que l'on vous prépare. Et je tenais avec Brice Benoît, d'ailleurs vous pouvez revenir, je tenais à vous remercier beaucoup pour votre participation, votre présence de ce matin, en espérant que cela vous a été utile. Nous vous souhaitons une excellente journée. Excellente journée à tous et à toutes. Et puis à bientôt pour de nouvelles aventures. À très bientôt.